Saint Joseph. Je travaille les terres de la famille comme un forcené. Je dois compenser seul l'absence de mes frères, et les parcelles ne sont pas des plus faciles à labourer. Je donne ensuite un coup de main à toutes les familles qui n'ont plus d'hommes au foyer, ainsi qu'aux rouquins et aux vieilles homards dont la santé décline rapidement. Enfin, je prends le relais de Rabat au champ lorsque celui-ci quitte le douar. Et il part souvent. Le printemps touche à sa fin et l'inquiétude grandit. Nous n'avons pas vu la moindre pluie tomber sur la région. Si cette sécheresse persiste, la terre ne donnera rien. Et nous devrons, dans ce cas, nous préparer encore à une année de misère. L'été est tout aussi catastrophique. Nous récoltons péniblement 2 quintaux à l'hectare, ce qui, en prélevant les frais et la part des nomades qui nous ont aidés, ne suffira pas à nous conduire jusqu'à la prochaine récolte. Et l'avenir est tout aussi préoccupant pour les bêtes. Nous n'avons pas ramassé la quantité de fourrage nécessaire. Toutes les nuits, je fais un bilan de la situation et j'en arrive toujours à la même conclusion. Nous marchons en permanence au bord du précipice. D'un moment à l'autre, nous allons y tomber, c'est fatal. Les familles les plus démunies savent que dans les cas où nous ne pourrons pas joindre les deux bouts, il faudra faire appel à Rabat. Chaque homme du douar sait aussi que ce n'est pas une solution agréable. Rabat ne refuse rien, mais il impose des contreparties qui ressemblent à du vol qualifié. Personne non plus ne supporte être son serviteur. La mendicité n'est pas dans les fières traditions de notre famille. Notre attachement au douar est très fort, mais faute de pouvoir y vivre dignement, quelques jeunes envisagent sérieusement de le quitter. Nous recevons régulièrement la visite de démarcheurs de l'administration qui incitent les hommes à partir travailler en France. La tentation de suivre leurs conseils est en constante progression. Cet organisme, dont le bureau est en ville, s'engage à payer le voyage aux candidats pour n'importe quelle destination à l'intérieur du territoire français. Ces démarcheurs savent très bien y faire, surtout avec les hommes des campagnes. Cette proposition alléchante retient l'attention des gens de notre région, même s'il n'y a aucune garantie de logement et d'emploi à l'arrivée. Un jour, l'administration fiscale nous envoie un courrier indiquant le montant des impôts à payer. C'est nous pousser au suicide, ou bien une provocation grossière. Nous n'aurons pas de quoi subsister et on exige que nous payions des impôts. Je suis furieux. Je ne cherche même pas à aller les voir afin de négocier la suppression de l'impôt. Mon exaspération a atteint son comble et j'écris immédiatement à Ahmed. Ma résolution est prise. Je partirai pour la France, quoi qu'il arrive. Je ne suis plus disposé à endurer tous ces tracas et cette misère quotidienne. La réponse ne se fait pas attendre. Je reçois une lettre enthousiaste d'Ahmed qui me dit, entre autres, qu'il m'a déjà trouvé du travail. Ma femme est très heureuse de cette nouvelle. Elle a une grande confiance en moi. Il ne fait aucune objection à attendre mon retour. Mon destin est tracé. Je travaillerai le temps nécessaire pour économiser de quoi acheter des terres de meilleure qualité, puis je reviendrai. Je fais part de mon projet à tout le monde, puis je m'inscris pour partir rapidement. Je me connais suffisamment pour savoir que passé un certain délai, je ne partirai plus. Les grandes décisions se prennent toujours sur un coup de tête.
ou alors ne se prennent pas. J'en évalue ensuite les conséquences et trouve peu de risques à ce départ. Je ferai en sorte de revenir le plus souvent possible pour ma femme, car ce n'est pas très bien de ma part de la quitter quelques mois seulement après notre mariage. Pour le reste, je suis prêt à assumer les inconvénients que ne manquera pas de provoquer mon départ. Ils ne sont pas minimes, mais je me console en me répétant que grâce à l'argent que j'enverrai, la famille pourra vivre honorablement sans avoir à mendier. Mon départ engendrera des difficultés passagères. C'est l'unique souci que j'ai en tête. Depuis mon retour du front, j'ai acquis par la force des choses une place centrale dans la vie du Doha, si bien qu'il sera difficile de me remplacer au pied levé. Il faudra attendre 2 années au plus pour que certains garçons prennent mon relais et celui des disparus. D'ici là, je serai revenu parmi eux, définitivement. Dans le pire des cas, il faudra moins d'1 semaine pour effectuer le trajet de retour. Alors à quoi bon se tourmenter? La France ne se trouve qu'en face de l'Algérie. À mon arrivée à Marseille, Ahmed est heureux comme un prince. Il m'emmène directement à son domicile, un petit hôtel situé au centre-ville. Il me présente sa chambre à la manière d'un richissime commerçant, ivre de confort et d'opulence. Il a tellement de choses à me raconter qu'il parle sans arrêt. Il me montre tout ce qu'il a acheté depuis son arrivée en France. Et la dernière acquisition n'est autre qu'un lit qui m'est destiné. La tâche est pénible. Nous travaillons tous les deux à la semaine, hormis le dimanche, de 6h30 du matin à 8h du soir. Malgré cela, je ne me plains pas, car j'ai volontairement choisi cette situation. Nous sommes payés à l'heure et ce système ne peut que me satisfaire. J'ai tout intérêt à effectuer le maximum d'heures, voire même à en redemander afin d'abréger mon séjour. Je conserve le strict minimum pour mes dépenses et j'envoie le reste à ma femme. C'est elle maintenant qui est chargée de s'occuper de la famille. Le 4e mois, Nadia m'écrit pour me dire que je suis le père d'un petit garçon appelé Ali, du nom de mon père. Cette nouvelle me donne du cœur à l'ouvrage et j'ai hâte d'en finir et de rentrer chez moi au plus tôt. Dans la foulée, Joachim se marie avec une belle immigrée espagnole. Je mesure à cette occasion le terrible drame de la communauté réfugiée espagnole. Nos difficultés sont peu de choses comparées aux leurs. Ils sont en butte permanente aux tracasseries administratives. Ils doivent régulièrement pointer dans les locaux de la police pour faire valider leur titre de séjour. On exige d'eux qu'ils fournissent des papiers invraisemblables pour nous. Algériens, par exemple, nous n'aurions certainement pas pu produire. Les Espagnols ne comptent plus les journées de travail perdues à cause de ces formalités. Mais ce que je trouve encore plus terrible, c'est qu'ils n'ont plus d'espoir de retourner dans leur pays. Ils ont quitté leur famille en catastrophe, sans avoir la certitude de la revoir un jour. Ça doit être une épreuve affreuse à surmonter. Nous sortons peu. Nous sommes vraiment trop fatigués pour faire la fête. Le dimanche, après le bain hebdomadaire, nous allons dans un bar-restaurant tenu par un kabyle, près de la plaine. Là, nous pouvons retrouver un peu l'air du pays. Les clients sont pour la plupart issus de notre région. Malgré la faiblesse numérique de la communauté algérienne, le régionalisme est particulièrement vivace. Les lieux de rencontre se mettent progressivement en place selon les affinités régionales de chacun. Ainsi, chaque bar-restaurant est fréquenté principalement par les hommes d'une même région. L'explication de ces regroupements est compréhensible. Les disparités linguistiques
liées au parler algérien sont parfois extrêmes. Il est courant que les Algériens ne parviennent pas à se comprendre facilement. À cela, il faut ajouter le sentiment bien réel d'être isolé. Rares sont ceux qui comprennent le français. La plupart des ouvriers algériens sont venus dans le pays d'accueil sans recevoir la moindre préparation. De la descente du bateau, chacun va directement au travail, faire ses 6 ou 7 jours par semaine. Personne n'a la possibilité d'apprendre le français, ni de se familiariser avec les habitudes du pays. Quand bien même ces possibilités existeraient, personne n'aurait le temps nécessaire pour suivre cette préparation. Les patrons sanctionnent par une mise à pied sans appel tous ceux qui manquent le travail, ne serait-ce qu'une demi-heure. Dans ces conditions, peu prendraient le risque de perdre leur emploi pour acquérir des facilités estimées temporaires. Chacun n'est en France qu'à titre provisoire. C'est dans ces endroits parfumés par l'odeur de la cuisine familiale que nous échangeons nos dernières informations sur le pays et que nous trouvons des âmes compréhensives pour parler de nos rêves et de nos beaux projets lors de notre retour au pays. Il nous arrive parfois de rencontrer des compatriotes installés en France depuis plusieurs années. Je suis étonnée de les savoir encore là. Il me semble inconcevable que l'on puisse s'attarder aussi longtemps en France. Dans l'ensemble, tous les Algériens économisent et envoient de l'argent à leur famille. Au bout de 2 ans de travail régulier, je pense que l'on peut normalement envisager de rentrer. Et je ne comprends plus du tout lorsque certains font venir leur famille. Tous disent qu'il n'y a rien de changé dans leur projet de retour, mais qu'il est plus commode d'avoir sa famille près de soi. Un mouvement d'aller et retour en Algérie se dessine rapidement, essentiellement parmi les plus jeunes. Ils effectuent des voyages éclairs au pays et reprennent aussitôt leur travail. En fait, après avoir mis un peu d'argent de côté, ils se marient, puis tous sans exception reviennent à Marseille. Cela me donne à réfléchir et m'amène à prendre une initiative. J'écris une lettre au vieil Omar qui me répond sans tarder. Il accepte de donner sa fille à Ahmed. Il ne reste plus qu'à convaincre mon compagnon. Le soir même, je l'invite dans un restaurant oranais et entreprends de régler cette affaire. Tu te souviens du vieil Omar ? Parfaitement, c'est lui qui venait me tenir compagnie au Douar quand j'étais à moitié mort. Que penses-tu de lui ? C'est un homme très bien. C'est exact. Il est honnête et sérieux. Ahmed me voit venir. Mais il attend, comme c'est l'usage, que j'en vienne directement au fait. Dès le moment où je l'ai invité, Ahmed se doutait bien que je lui ai réservé quelque chose. Il n'accepte jamais par principe que je l'invite. Il refuse catégoriquement que je paye le moindre verre de limonade. Mais aujourd'hui, j'ai pris mon air des grands jours et je ne lui ai pas laissé le choix. De plus, il me respecte trop pour aller à l'encontre d'une de mes décisions. Il a une fille qui s'appelle Fatima. Elle n'a jamais eu d'histoire. Sa mère lui a enseigné tout ce qu'il fallait savoir pour tenir un ménage. Elle fera une très bonne épouse. Je lui tends la lettre et ajoute. J'ai reçu la réponse du vieil Omar. Il serait enchanté que tu acceptes d'être son gendre. Qu'en penses-tu ? Ses yeux partent dans les étoiles, puis, après mûre réflexion, il me répond. C'est un très beau cadeau que tu me fais là. Je n'aurais jamais osé te le demander. Tu acceptes ? Comment pourrais-je refuser ce qui me vient du ciel ? Youssef, tu as déjà tellement fait pour moi que je ne sais pas si une vie entière suffirait à te rembourser. Je bénis Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Si tu souhaites tant me rembourser, tu peux le faire en l'oubliant.
La perspective du mariage a transformé le bonhomme. Il commence par faire des économies en supprimant toutes les dépenses inutiles. Il est devenu plus réservé à l'égard de ses fréquentations. Il rompt définitivement avec les alcooliques notoires. Et le plus surprenant encore, il a rayé de son vocabulaire tous les mots vulgaires et blasphématoires. Ahmed a choisi de redevenir un bon époux et se prépare à devenir un père de famille modèle. Il adopte du jour au lendemain une conduite irréprochable. Au mois de juillet, nous prenons ensemble 15 jours de congé, le maximum que nous a accordé notre patron, et embarquons sur un bateau à destination de l'Algérie. Le mariage est célébré la même semaine. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.